Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être présents à cette soirée consacrée donc, au changement climatique et à la biodiversité. Le titre « À quoi sert de préserver le climat s'il n'y a plus de vivants ?» Donc vous l'aurez compris, le sujet de ce soir, c'est effectivement de savoir comment, à 40 jours de la COP 21, donc de la conférence climat qui se déroulera à Paris, c'est un enjeu majeur. Jamais sans doute l'humanité n'a été confrontée à autant de défis, des défis globaux. Vous le savez, donc le climat, puisque cette conférence climatique sera organisée à Paris au mois de décembre, fin novembre, début décembre, avec des enjeux majeurs, puisqu'il s'agit de réduire, de limiter l'augmentation de température à 2 degrés, ce qui est un enjeu de taille pour l'ensemble des pays. Enjeux globaux parce qu'il ne faudrait pas également oublier les autres enjeux importants comme la biodiversité, avec le lien entre climat et biodiversité que nous ferons ici. Ce sont donc des enjeux importants auxquels les entreprises ont un rôle à jouer. Elles seront les éléments de la solution. C'est bien pour cela d'ailleurs que 2 entreprises ce soir ont proposé d'organiser cet événement, donc EcoCert et Séché Environnement, donc, qui ont proposé de pouvoir parler de ces 2 sujets, donc 2 acteurs qui sont engagés et nous le verrons après dans cette soirée. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, donc cette première session qui sera entre nous, nous parlerons d'abord climat, pour faire un peu le point sur ce qui a été dit au niveau du rapport de l'IPCC, l'organisme chargé d'évaluer le climat, qui engage les scientifiques spécialisés, les climatologues, sur le climat. Nous parlerons biodiversité aussi, pour faire ce point aussi sur la question de la biodiversité. Nous parlerons innovation et dans un premier temps, nous parlerons des négociations. Où en sommes-nous aujourd'hui sur ces négociations climat au niveau international ? 40 jours, donc c'est très peu, avant la conférence climat. Vous savez qu'actuellement se déroule à Bonn des négociations, que les coacheurs de l'ONU ont proposé un texte de 20 pages qui est en train de se discuter. Nous en parlerons tout à l'heure. Et puis la question de l'innovation dans l'entreprise, je l'ai dit, l'entreprise est une des composantes, une des solutions pour faire face à ces enjeux globaux. Donc nous parlerons également de la façon dont cette innovation peut se traduire. Est-ce que les entreprises sont structurées? Est-ce que la société est structurée pour pouvoir répondre à ces impératifs d'innovation? Donc pour parler de ces différents sujets, je vais d'abord présenter Gilles Boeuf, professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Vous avez été longtemps président du Muséum d'histoire naturelle et actuellement vous avez rejoint le cabinet de la ministre de l'Environnement, Madame Ségolène Royal, en tant que conseiller scientifique pour l'environnement, la biodiversité et le climat. Pascale Delécluse, vous êtes climatologue, vous étiez une experte sur le phénomène ENSO, El Niño, plus connu sous le phénomène El Niño. Vous avez dirigé le laboratoire L'Océan et actuellement vous dirigez l'INSU, l'Institut national des sciences de l'univers, dont fait partie l'IPSL, qui est le grand organisme qu'on connaît davantage. L'INSU est peut-être un peu moins connu aujourd'hui du grand public que l'IPSL. Brice Lalonde, vous êtes aujourd'hui conseiller spécial au Global Compact des Nations Unies. Vous nous expliquerez un peu ce qu'est ce Global Compact. On vous a connu aussi ministre de l'Environnement, donc homme politique. Vous nous parlerez donc de ces négociations et puis de l'engagement politique aujourd'hui de la France, des États. Pascal Pic, vous êtes paléanthropologue au Collège de France et vous vous intéressez curieusement, et on en parlera, aux entreprises, ce qui est un peu surprenant de la part d'un paléanthropologue. On vous attend plutôt sur d'autres thématiques. Et vous nous expliquerez aussi comment vous êtes arrivé sur cette question-là. Voilà, je vous propose de commencer avec vous, Pascale Delécluse, pour faire un point. Donc, il y a maintenant 2 ans ou 1 an, en septembre 2013, c'était le premier groupe du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui rendait son premier rapport sur les faits scientifiques. Et le rapport de synthèse
un an plus tard, est-ce que vous pourriez nous brosser un petit peu les principaux traits, les événements clés, les points principaux de ce rapport du GIEC? Oui, merci. Eh bien, le domaine est vaste à aborder. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu entre les mains ce rapport. Il y a le résumé pour décideurs, qui est relativement lisible, accessible. Et puis derrière, il y a un rapport qui fait plus de 1000 pages et qui décrit réellement tout le consensus sur lequel la communauté scientifique a essayé de discuter, de travailler pour réellement faire un état de l'art sur ce que l'on sait aujourd'hui au point de vue de l'état physique de l'évolution du climat. Alors, la plus grosse partie de ce rapport, enfin une grosse partie de ce rapport est vraiment consacrée à l'état de l'art à travers les observations. Parce qu'avant tout, il faut avoir la capacité d'observer et de comprendre les observations que l'on peut faire du climat à l'échelle globale. Alors, la première constatation qui est apparue, c'est cette fameuse courbe qui vous montre l'augmentation de la température globale de la Terre. Alors cette courbe monte, elle ne monte pas de manière linéaire, on voit qu'il y a des plateaux, il y a des régressions, il y a beaucoup de variabilité à l'échelle annuelle, à l'échelle pluridécennale, mais globalement la courbe monte et aujourd'hui nous avons une augmentation de température mondiale qui est un petit peu au-dessus de 0,8, entre 0,8 et 0,9 degrés. Alors 0,8, 0,9 degrés, qu'est-ce que ça représente ? Ce qu'il faut bien voir derrière cette température globale, c'est qu'il y a beaucoup de différenciations géographiques. Cette différence est, par exemple, si on regarde d'abord la France, si la température augmente de 0,8 degrés, eh bien pour la France, en gros, on augmente à peu près avec un facteur 2 de cette moyenne globale. Donc en France, la température, elle augmenterait entre 1,5 et 1,6 degrés. Donc on voit que nos pays, c'est à peu près 2 fois le signal global. Si on regarde les grandes régions océaniques, on est plutôt dans la moyenne basse. On suit à peu près le signal global. Mais si on se rapproche, par exemple, si on va vers les hautes latitudes, et en particulier vers les grandes masses continentales comme la Sibérie, eh bien, à ce moment-là, on peut multiplier ce facteur global par un facteur 4 à 5 et vraiment atteindre des hausses de température beaucoup plus considérables. Alors, l'ambition politique d'aller vers un climat à 2 degrés, qu'est-ce que ça signifie ? 2 degrés en moyenne globale, c'est un chiffre qui est déjà très significatif par rapport à la variabilité que l'on mesure à l'échelle de la planète. Pendant les derniers millions d'années, le climat de la planète a oscillé d'un climat glaciaire à un climat interglaciaire. Et la différence entre ces deux milieux, eh bien, ça se mesure entre 3 et 8 degrés. Donc 2 degrés, c'est significatif par rapport à cette amplitude d'un climat glaciaire-interglaciaire. Je vous rappelle que l'amplitude entre un interglaciaire et un glaciaire, pour l'océan par exemple, ça se manifeste par une diminution du niveau de la mer de 120 mètres quand on est en climat glaciaire. Donc c'est des chiffres qui sont considérables et qui montrent à quel point notre milieu physique peut changer. Alors le réchauffement que l'on voit sur la température moyenne de la Terre, eh bien, il a déjà des conséquences que l'on mesure sur tout un tas d'autres paramètres. Alors une des premières images qui a beaucoup frappé, c'est la régression de la banquise. La banquise arctique, par exemple, là où sa couverture est la plus faible, c'est au mois de septembre. C'est à la fin de l'été qu'elle a le plus fondu. Et en fait, d'année en année, on n'arrête pas de battre des records. Et la banquise fond, se rétracte, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut, à partir de certaines projections, dire qu'à la fin de ce siècle, eh bien, l'océan Arctique sera libre. On pourra commencer à le traverser, alors que pendant des millénaires, ça a été une barrière pour les navigateurs, une barrière pour... Et ça, c'est vraiment quelque chose, un résultat qui a été affirmé. Alors, une autre grosse question qui a donné lieu à débat, ça a été le niveau de la mer. Le niveau de la mer augmente. L'augmentation du niveau de la mer est environ de 3 mm par an aujourd'hui. Donc on a déjà plus de 20 cm d'augmentation depuis le début du 19e siècle. Et puis on voit ce niveau qui continue à augmenter. Là encore, ce signal global recouvre des disparités géographiques très importantes. Il y a des régions qui augmentent, où ça augmente beaucoup plus vite, certaines îles qui aujourd'hui sont à un niveau critique et pourraient réellement disparaître facilement dans les années à venir, alors que d'autres régions, le niveau augmente beaucoup moins vite, parce qu'il y a des différenciations en termes d'augmentation, de dilatation de la mer, ainsi qu'en termes de circulation océanique. Alors les principaux termes qui contribuent à l'augmentation de ce niveau de la mer, il y en a la moitié, c'est dû à la dilatation de l'océan.
le fait de réchauffer l'atmosphère fait que l'océan aussi se réchauffe et donc il se dilate. Donc ça, ça explique environ la moitié du niveau de la mer. Mais il contribue également la fonte des glaciers terrestres. Et là, il suffit de se promener dans les Alpes. On voit que les glaciers terrestres, les glaciers des Alpes ont beaucoup reculé ces dernières années. Ça pose des problèmes terribles quand on regarde les glaciers, notamment au niveau, par exemple, de la Bolivie ou de l'Himalaya, parce que là, ces réserves en eau qui sont constituées dans les glaciers, eh bien, c'est la source de l'hydrologie et donc de la vie des sociétés dans ces régions-là. Donc, dans ces régions-là, on regarde vraiment de près le recul des glaciers, parce qu'on sait que ça va très, très vite amener des contraintes très, très fortes au développement de la vie dans ces pays-là. Le troisième terme qui a donné fort lieu à débat, ça a été les calottes. En particulier la calotte du Groenland, la très grosse calotte qui recouvre le Groenland, et puis la calotte antarctique, pour essayer de comprendre, mais est-ce que ces grandes masses sont effectivement en train de fondre et à quelle vitesse elles fondent? On a l'habitude de considérer que les calottes sont des masses qui évoluent très très lentement et qui se mettent en équilibre avec des temps de avec plusieurs milliers d'années. Alors on a regardé la calotte arctique, on a regardé la calotte antarctique aussi, et on a essayé de comprendre. Et là, il y a eu un effort d'observation extraordinaire, où il y a eu à la fois l'observation terrestre, l'observation avec des nouveaux satellites depuis l'espace, qui nous ont permis de regarder très précisément ce qui se passait dans ces calottes. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en fait, une grande partie de ces calottes fondaient, mais beaucoup plus vite que ce que l'on avait cru au départ. Ce n'est pas simplement par inertie thermique que ces calottes fondent, mais ces calottes, en fait, fondent également parce que sous l'effet du réchauffement en surface, elles peuvent se briser en certains endroits. Il y a de l'eau qui se forme. Cette eau s'introduit par des fissures à la base de la calotte, et le fait d'avoir de l'eau à la base de la calotte lubrifie le fond et accélère en fait des flots de glace vers l'océan. Et donc, on s'est aperçu que les calottes se disloquaient à une vitesse extrêmement rapide, notamment dans l'océan Arctique. Alors, dans l'océan Antarctique, là, on était face à un dilemme. En Antarctique, on s'est aperçu qu'il y avait deux régimes. Il y avait l'Antarctique de l'Ouest, l'Antarctique de l'Est. Parce que si vous avez un climat qui se réchauffe, la première qualité d'un climat qui se réchauffe, c'est de pouvoir avoir plus de vapeur d'eau. Et en fait, dans cette région de l'Antarctique, qui est en fait un climat très sec, avoir un climat qui se réchauffe, plus de vapeur d'eau, ça fait plus de neige. Et donc, il y a toute une partie de la calotte antarctique qui s'était mise à croître parce qu'il y avait plus de précipitations neigeuses liées au réchauffement. Donc toute la partie antarctique de l'Ouest, en fait, restait relativement stable, et même certaines régions continuaient à accroître la couverture glaciaire. En revanche, de l'autre côté, on s'est aperçu que le phénomène de dislocation glaciaire contribuait à vraiment accélérer ce phénomène de fonte et de dislocation. Donc globalement, maintenant, on en est certain, l'Antarctique est aussi en train de se disloquer, et à une vitesse qui est supérieure à ce que l'on pouvait attendre il y a 5 à 10 ans. Donc là, la recherche conjuguée avec des observations de plus en plus fines des phénomènes a vraiment fait évoluer la science extrêmement vite. Donc on voit par toute cette analyse des observations que ce signal de réchauffement est un signal avéré à l'échelle globale, avec des signatures géographiques différentes. Et ce que l'on va ressentir, nous, en tant que société, ce n'est pas la tendance lente du signal, mais ça va être tous les événements météorologiques, événements à seuil qui vont marquer ce réchauffement. Nous, on va être sensible à la fréquence des canicules, la diminution des périodes de gel dans certaines régions, l'augmentation des tempêtes, tous ces événements extrêmes qui vont être conjugués avec la tendance globale, c'est là qu'on aura une très forte sensibilité. Donc le dernier rapport s'est beaucoup intéressé à essayer de quantifier, région par région, comment ces différentes extrêmes allaient marquer les différents territoires. Alors, il y a des phénomènes en particulier en termes de précipitations qui sont vraiment avérés. Dans une atmosphère qui est plus chaude, qui est donc plus énergétique globalement, eh bien, on pourra avoir des phénomènes précipitants plus intenses. Alors, sans pouvoir en être sûr à 100%, ce que l'on remarque chez nous, et ça donne aujourd'hui lieu à des programmes de recherche extrêmement importants, c'est les événements intenses qui marquent la France au niveau des régions méditerranéennes, qui marquent également l'Italie et tout. On a aujourd'hui un accroissement d'orages stationnaires, ce qu'on appelle les pluies cévenoles, qui tombent dans les reliefs, qui s'accentuent et qui créent des inondations majeures. On ne peut pas être certain que c'est un signal provenant du climat, mais on sait que dans un climat qui se réchauffe, ce type de phénomène sera favorisé.
Donc on a de fortes suspicions comme quoi il y a un lien entre l'augmentation des événements de précipitations intenses et le réchauffement climatique. Alors, la principale cause, bien sûr, de ce réchauffement climatique, elle a été établie en particulier par l'observation de l'évolution chimique de l'atmosphère, et on s'est aperçu qu'il y avait, de par les activités humaines, une augmentation très forte des gaz à effet de serre. Alors les principaux gaz à effet de serre, ce sont les gaz en fait qui vont être émis par les activités humaines et qui vont rester très longtemps dans l'atmosphère et qui vont s'homogénéiser, qui vont avoir le temps de s'homogénéiser à l'échelle de la planète. Alors c'est principalement le dioxyde de carbone, ça va être également le méthane, ça va être également le protoxyde d'azote. Enfin, il y a tout un tas de gaz comme ça, des gaz traces infimes. Mais par exemple, déjà pour le dioxyde de carbone, on est en train de battre le seuil critique des 400 parties par million. Ce qui veut dire une augmentation de plus de 40% depuis le début des activités industrielles. Or, une fois que ce gaz est dans l'atmosphère, c'est un gaz qui est inerte chimiquement. Donc, il n'y a pas de réaction chimique qui contribue à le détruire. Donc, il y est et il y reste. Et la seule manière de pouvoir l'absorber, en fait, ça va être son interaction avec le monde du vivant. Ça va être l'absorption par photosynthèse avec la biosphère et tout. Et là, on a des interactions fortes entre ce que l'on va avoir dans l'atmosphère et ce que l'on a dans le monde du vivant. Alors, il y a aussi de l'absorption dans l'océan, bien sûr, puisqu'il y a un effet de température qui est considérable, mais les deux sont extrêmement liés dans cette évolution. Avec une augmentation notamment de l'acidité des océans, dont on parlera tout à l'heure, qui va influer sur les questions de biodiversité marine. Oui, et on commence à toucher là le fond du problème, qui est qu'en fait, à ces échelles-là, qui sont des échelles globales, qui sont des échelles de long terme, on a une interaction entre tous les compartiments de la planète. Du coup, on a l'impression, on a une vision assez linéaire. En fait, globalement, souvent, on a une vision très linéaire du climat, du changement climatique, quelque chose qui évolue, une température qui va évoluer. Mais est-ce que c'est aussi linéaire que ça ? Est-ce que on va forcément... Il y a des phénomènes de rétroaction, donc notamment vis-à-vis de l'océan, qui fait que c'est quand même un système très complexe. Est-ce que ça va augmenter aussi simplement que ça là et de façon linéaire ? Je dirais que si le phénomène était complètement linéaire, on aurait, comme on en comprend bien toute une partie des mécanismes, on pourrait à ce moment-là espérer de pouvoir opérer un retour en arrière. Donc la difficulté, c'est malheureusement dans ce processus, on est très loin d'être linéaire. Un exemple que chacun de vous a pu constater, c'est la canicule de 2003. Quand la canicule s'est installée, dans une atmosphère qui est plus chaude, dans une atmosphère où il y a plus de gaz carbonique, on peut stimuler en fait la photosynthèse, la croissance de végétation au premier ordre en ayant plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc à première vue, on peut dire que c'est un phénomène qui au contraire peut être bénéfique, qui peut croître. Mais quand vous stimulez ainsi la photosynthèse, vous allez également consommer de l'eau. Et à un moment donné, dans un climat chaud, vous arrivez à la limite, il n'y a plus de ressources hydriques, vous ne pouvez plus alimenter les plantes, et à ce moment-là, la végétation meurt. Et quand la végétation meurt, eh bien, elle va relarguer à ce moment-là tout son CO2 vers l'atmosphère et elle va intensifier l'effet de serre. Et c'est ce qui fait que quand un événement de canicule atteint une phase critique où la végétation commence à mourir, à ce moment-là, on a atteint un effet de seuil. On relargue et on réintensifie. Et ce genre d'effet de seuil qui a été vécu en France, dans de nombreuses régions en 2003, on a vu en fait de nombreuses régions d'Europe dans les années suivantes avoir ce seuil critique où on ne peut plus maintenir la végétation en place. On a parlé longtemps ces dernières années d'un hiatus climatique, d'un plateau climatique où il y aurait eu finalement cette augmentation de température n'aurait pas été régulière et pendant 10-15 ans, on aurait une certaine stabilité. Est-ce que du coup, après on est revenu dessus, c'est lié à quoi cette stabilité ? Alors, il y a ce qu'on appelait le hiatus climatique, c'est effectivement une rupture de la croissance linéaire. Mais il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été explorées pour essayer de comprendre quelles pouvaient être les raisons de ce hiatus climatique. Alors, il y en a plusieurs qui continuent d'ailleurs d'être explorées parce qu'on n'a pas encore une réponse définitive sur ce qui peut causer ce plateau. Je dois dire, moi-même, j'ai beaucoup étudié la variabilité interannuelle du climat. Donc que brusquement qu'un signal se mette à régresser, puis je dirais c'est dans la nature des choses.
Le climat, il y a des périodes, et on le voit bien, il y a des décennies en Europe qui sont plus chaudes, et puis après on peut avoir une décennie qui est un petit peu plus froide, et ça c'est lié à des conditions de masse d'air sur l'océan Atlantique Nord. Dans l'océan Pacifique, il y a le phénomène El Niño, dont on a regardé, qui est également un phénomène qui se lie à l'échelle de quasiment la moitié de la planète, qui modifie complètement les régimes de pluie et de précipitation dans des régions entières du monde. Donc ce phénomène de variabilité du climat, il est naturel, il a toujours existé. Il y a une variation naturelle du climat qui existe, auquel vient se rajouter une variation anthropique liée à l'activité humaine. Est-ce qu'on arrive à bien quantifier l'un et l'autre pour savoir quelle est la part de l'un et quelle est la part de l'autre? C'est une question fondamentale. Non, aujourd'hui, on n'a pas la clé pour essayer de détecter dans chaque événement quelle est la part de la tendance globale par rapport à la variabilité qui se manifestera à une échelle plus locale. C'est vraiment un travail de fond, et pour ça, on a besoin d'avoir des séries longues de données, parce que notre principale limitation aujourd'hui, c'est notre propre connaissance du système. La température, qui est sans doute une des variables les mieux connues, elle est mesurée par les instruments depuis 50 ans au mieux, 100 ans dans certaines régions, et puis après, on ne sait pas. On a quelques mesures éparses, on n'a pas de trace globale. Donc notre premier souci, c'est d'augmenter le réseau d'observation, le réseau de capteurs, pour vraiment replacer tout ce que l'on vit aujourd'hui dans une vision historique qui nous permet de mieux comprendre l'impact des situations que l'on vit. Et je voudrais juste revenir sur l'hiatus en disant, parmi les hypothèses qui sont extrêmement intéressantes à regarder dans l'hiatus, c'est que quand toute la consommation de l'énergie fossile que l'on fait, elle émet du gaz carbonique. Bon, et ça c'est le premier, mais elle émet d'autres choses. Elle émet également des polluants, elle émet ce que l'on appelle des petites particules, des aérosols. La différence, c'est que les gaz carboniques, une fois qu'il est émis dans l'atmosphère, il y est inerte. Donc il va continuer, il va être distribué sur l'ensemble de la planète, et il ne va pouvoir disparaître que par la réaction, l'absorption par la biosphère. Alors que les aérosols sont en général d'un effet beaucoup plus réactif au niveau chimique et au niveau lessivage par l'atmosphère. Donc ils vont souvent agir de manière régionale, quelquefois de manière beaucoup plus intense, de manière très intense. Regardez par exemple ce qui se passe en Chine aujourd'hui, où l'effet des aérosols, notamment des aérosols carbonés, conduit à avoir des périodes dans la capitale chinoise où carrément il n'y a plus de visibilité, il y a des phénomènes de vie humaine, de santé qui sont extrêmement importants. Mais l'effet de ces aérosols est compliqué parce qu'une partie de ces aérosols augmente l'effet de serre, alors qu'une autre partie, au contraire, le cache, le masque. Donc il se peut tout à fait qu'en émettant des gaz à effet de serre, on a également émis des aérosols qui aient masqué une partie du réchauffement et qui aient contribué à avoir ce hiatus. Donc ça veut dire qu'en dehors ces grandes tendances en fait, qui sont données par le GIEC et qui sont rendues publiques, notamment dans les différents médias qu'on connaît, il peut y avoir éventuellement des surprises climatiques qui arrivent, plutôt qui vont péjorer le climat, le changement climatique, ou le dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des premiers signaux, on parle du dioxyde de carbone, mais il y a toutes les autres composantes qui interviennent. Il y a les composantes qui interviennent comme polluants, qui interviennent régionalement et tout. Et quand on calcule ce qui va se passer dans les projections climatiques, on tient compte également de tous ces facteurs d'ordre 2, mais qui, sur le long terme, peuvent avoir une importance aussi importante que le réchauffement climatique. Donc si on arrive à ce qui est demandé par le GIEC, et bon, pour l'instant, on en parlera tout à l'heure avec vous, Brice Lalonde, mais arriver dans les négociations à réduire de 80 ou 90% nos émissions d'ici 2050 et 40% d'ici 2030, c'est ça, 2030-2040, est-ce que ça veut dire que véritablement, on est certain d'être en dessous des 2 degrés ? Là, je n'en suis pas certaine. Je pense qu'on en connaît assez pour dire qu'il y a vraiment danger à aller plus loin que ça. Il faut absolument réduire complètement la consommation de l'énergie fossile. Mais après, il faut être imaginatif parce que de l'énergie, on en a besoin. Donc il va falloir qu'on trouve des nouvelles méthodologies, que vraiment il y ait un facteur d'innovation important pour arriver à avoir une société beaucoup plus sobre en termes de notre consommation énergétique. Mais ceci dit, les 2 degrés,
aujourd'hui, on est quand même bien sur la route de les franchir. Donc j'espère qu'on y arrivera, mais... On est aujourd'hui plutôt sur la route des 4 ou 5 degrés. Ça, je ne sais pas. C'est-à-dire un changement d'air climatique. Vous précisiez tout à l'heure que ce qui nous sépare, ce qu'on dit couramment, ce qui nous sépare du dernier maximum glaciaire, c'est 5 degrés. Oui. Donc on est dans un changement d'air climatique. Je pense qu'il faut s'y préparer, oui. Avec toutes les conséquences. Alors il y a les deux problèmes. C'est que en ce qui concerne la partie atténuation, je pense qu'on en sait assez pour dire qu'il faut prendre toutes les mesures que l'on peut pour réduire nos consommations de gaz à effet de serre et vraiment faire en sorte même que l'on puisse trouver les moyens d'absorber une partie des gaz à effet de serre qu'on a déjà mis dans l'atmosphère. Maintenant, en ce qui concerne les problèmes d'adaptation, pour s'adapter de manière pertinente, là, il faut arriver à avancer encore d'un stade dans les projections des climats de demain. Parce que l'adaptation, il va falloir la faire région par région, en tenant compte dans chaque région des modifications de conditions de vie pour pouvoir être pertinent dans l'arrangement. Ah, justement, ce qui va intéresser les décideurs locaux, et on va parler justement de comment est-ce qu'au niveau des territoires, les entreprises peuvent agir, mais elles agissent par rapport à quoi? Et là, ce sont les gens qui font des modèles climatiques. Aujourd'hui, les modèles climatiques ont une certaine performance au niveau global, au niveau planétaire. En revanche, qu'en est-il au niveau le plus local? Est-ce que quand j'habite l'Aquitaine, quand j'habite la région PACA, est-ce que je sais, quand je suis décideur politique, est-ce que je sais ce à quoi je vais devoir m'adapter? Est-ce que les modélisateurs peuvent me le dire aujourd'hui? Alors, les modélisateurs ne cessent de progresser sur ces questions-là. L'idée, c'est d'avoir des modèles qui sont des modèles intégrés, qui tiennent en compte à la fois l'évolution des conditions hydrologiques, des conditions d'utilisation des sols, des conditions d'atmosphère et tout, pour donner une information pertinente, parce qu'il faut que ce soit une approche couplée. Et aujourd'hui, on commence à avoir réellement une capacité à dire à l'échelle d'une région quelles vont être les grandes tendances. Oui, on commence à... Alors, c'est peut-être pas suffisant pour toutes les décisions d'adaptation qu'on aura à prendre, mais c'est déjà quand même des indications très fortes sur ce qui attend le climat de nos régions dès les 20 ans à venir. D'accord, alors en gros, prenons la France, on va se recentrer sur la France. Dans le nord de la France, qu'est-ce qu'on va avoir? Il faut s'attendre à quoi? Plus de précipitations? Les précipitations, c'est un signal qui est difficile. Mais actuel, on pensait au départ qu'on aurait effectivement plus de précipitations. Et puis en fait, les dernières analyses qui ont été publiées au niveau régional ont tendance à dire au contraire qu'on aurait plutôt des tendances d'étiage, de sécheresse d'été qui seraient plus fortes. Donc à voir. Et comme ça va dans le sens d'avoir des plus grands contrastes au niveau des précipitations. Quand on a des événements précipitants, ils contiennent davantage de pluie. Et au contraire, quand on a des périodes de sécheresse, elles s'établissent pendant plus longtemps et avec des niveaux de sécheresse plus accusés. Donc on va vers des régimes qui sont plus contrastés entre les périodes de sécheresse et les périodes de précipitation. Donc pour être concret sur une année, ça veut dire que l'été, il sera beaucoup plus sec et l'hiver plus pluvieux et plus neigeux? Oui. Globalement, oui. Alors après, il faut regarder région par région, il faut préciser, mais on aura des contrastes plus importants, oui. Alors dans le sud de la France, on a coutume de dire qu'on aura de façon très simple et caricaturale, qu'on aura le temps du nord du Maghreb dans les années qui viennent. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, je dirais c'est vraiment pas aussi simple parce que comme c'est vrai qu'on s'attend globalement à, si vous voulez, sur une échelle de 10 ans en température moyenne, à aller vers une sécheresse à plus accusée, mais ça peut être marqué par une période d'automne avec des précipitations type orage cévenol intensifiées. Donc ça peut être pendant des périodes plus brèves, avoir des phénomènes d'orage très très forts. Parce qu'on va parler agriculture, c'est difficile de s'adapter. Je suis agriculteur, qu'est-ce que je fais dans l'année? Comment je me décide si je ne sais pas effectivement quel type de climat je vais avoir? C'est pour ça que c'est un travail approfondi que l'on fait avec justement nos collègues qui travaillent sur l'agriculture. On fait, je dirais, espèce par espèce,
que ce soit le blé, l'avoine, le maïs et tout, région par région, on fait des modèles couplés pour regarder quelles sont les conditions en termes de gelée précoce, en termes de saison des pluies, parce que ce n'est pas la pluie moyenne qui va intervenir, mais c'est la manière où la pluie va intervenir. Oui. S'il pleut en début du printemps, quand vous avez semé, c'est très bien. Si après vous avez une période de sécheresse d'un mois, eh bien vous allez tuer votre... Donc ce n'est pas le signal moyenne global qu'il faut, c'est vraiment suivre la végétation dans toute sa croissance pour pouvoir donner un résultat pertinent. Donc on fait des modèles couplés entre les semences, entre toute la période de germination et le climat pour pouvoir répondre de manière pertinente. D'accord, si on refait, on s'élève à nouveau et on voit à nouveau la dimension mondiale en fait, du changement climatique, demain, donc le futur, le prochain rapport du GIEC, sur quoi vous travaillez en fait, quels sont les éléments qui demandent à être précisés? Est-ce que justement ça va prendre en compte par exemple dans les modèles cette dynamique des glaciers dont vous parliez? Est-ce que ça va être d'avoir des modèles qui vont être à géométrie variable, de temps en temps très précis avec des mailles très fines et puis des mailles très grosses? C'est quoi vos grandes orientations de travail? Vous parlez modèles, c'est vrai qu'il y a les modèles, mais avant tout, il faudra qu'on regarde nos systèmes d'observation. Parce que, comme je vous disais, les résultats du GIEC, ils sont évalués par rapport à ce que l'on voit, toute notre capacité qu'on a eue de regarder ce qui s'est passé. Et c'est ça qui nous permet de calibrer ce que l'on met dans les modèles. Donc on a un travail d'observation de la Terre phénoménal à faire. Une observation satellite, in situ, pour vraiment comprendre tout ce que l'on voit aujourd'hui. C'est quoi ce qui fait le plus de défauts? C'est l'océan? C'est partout. Partout. Et il nous manque bien sûr, l'océan est toujours une terre inconnue, hein, parce qu'on a quelques données de surface, et puis après on a des engins sous-marins qui nous permettent d'avoir quelques points à travers un grand inconnu. Avec les eaux australes qui sont difficilement atteignables? Oui, c'est vrai, avec en plus. Mais on connaît moins l'océan qu'on ne connaît quelquefois la surface de Mars. Alors, il va falloir qu'on s'en préoccupe bien. Et puis sur Terre, on a aujourd'hui des systèmes, on arrive à avoir des mesures, par exemple, de l'atmosphère, mais en ce qui concerne les aspects hydriques, en ce qui concerne les sols, en ce qui concerne les couvertures de végétation et tout, là, on a vraiment besoin d'avoir des systèmes mondiaux d'observation qui nous renseignent de manière très pertinente sur ce qui va se passer à la surface de la Terre. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des modèles, mais ces modèles ont besoin d'être alimentés. Et alimentés par... C'est finalement... voilà, on a parfois le sentiment que le climat, c'est une science mathématique, à cause des modèles, mais c'est aussi avant tout une science de l'observation. Encore, on a des systèmes d'équations avec lesquels on maîtrise une partie des fluides, océan, atmosphère, mais quand vous abordez les problèmes de la glace avec de la rhéologie, quand vous abordez la végétation et tout, eh bien c'est beaucoup plus difficile de calibrer les systèmes d'équations. Donc là, on a vraiment besoin de regarder et de calibrer encore mieux ce que l'on sait aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal Delécluse. Oui.